Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, c'est l'heure du rewind de la semaine 5 et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Tu n'as pas dit, c'est pour une fois, les semaines s'enchaînent. Non, tu vois, je fais un déni de la réalité. Je pars du principe qu'on a encore de longs mois devant nous à profiter alors que l'hiver ne sera pas fini, que la saison NFL, elle, sera terminée. Donc voilà, je passe des punchlines de l'épisode de la semaine dernière à la poésie cette semaine pour montrer un peu tout le spectre de ce qu'on sait faire. Oh là là, incroyable. Passer de Gad Elmaleh à Marcel Proust. Oh là là, les exemples bien sales, Gad Elmaleh. Ouf, je suis pas sûr de bien le prendre. Next. Bon, on a un gros programme, Alex, ça tombe bien. Est-ce qu'on commence par une petite promo Game Zone, qui est quand même le gros morceau de cette semaine? C'est moi qui dois faire la promo du coup. Bah ouais, vu que t'es à l'animation, je te laisse aussi la promo de la Game Zone. Ok, et ben du coup Game Zone, jeudi, 20h31. Il insiste avec son 31. C'est toi qui as dit 20h31 en plus, la dernière fois. Donc du coup, je réponds par rapport à ce que t'as dit. En tout cas, si vous allez sur YouTube, normalement la promo est faite aussi, donc vous avez juste à activer la petite cloche et c'est bon. Twitch pareil, ce sera sur Twitch et sur YouTube. Voilà, une belle line-up qu'on aura. Jérôme aussi. Donc franchement, je suis assez content et j'espère que ça vous plaira. On essaye de faire en sorte que voilà, ce soit un chouïa plus dynamique que la dernière fois et les dernières fois en général. Et voilà. Ouais. Hâte de vous voir là. Pour une fois, il n'y a pas de match de l'équipe de France. Parce qu'on a fait 3 game zones et à chaque fois, il y avait soit un match de l'équipe de France de foot, soit de rugby, soit de la Ligue des Champions. Enfin, je crois, en gros, voilà. Et là, il y a rien du tout. J'ai vérifié, parce que j'ai vu, il y a du rugby vendredi et il y a du foot vendredi aussi. Eh ben non, nous on fait ça jeudi. Là, il y aura pas de concurrence. À part peut-être un halftime show de nos compères des fantasy ballers en plein milieu. Donc voilà. Non mais après, on peut pas en vouloir au rugby, hein. De toute façon, la finale, elle est programmée pour le 4 avril 2025, donc il leur faut bien, c'est tellement lent. il leur faut bien des soirées pour caler des matchs, hein, j'ai envie de te dire. C'est si long cette Coupe du Monde, j'ai l'impression que c'est là depuis 3 mois et qu'on en est. Et là, on attaque les phases finales. Ah ouais, non mais franchement, c'est bien, ils se reposent, hein. La Coupe du Monde, elle a commencé, je perdais ma dernière dent de lait, donc bon, clairement, au bout d'un moment, va falloir trouver la fin, les gars, parce que là, on comprend plus trop le tableau. Tu vas finir la Coupe du Monde, tu perdras tes dents. Non, on vous aime bien, camarades de ballon ovale, mais là, au bout d'un moment, faut avancer, quoi. Ouais, clairement. Donc voilà, jeudi soir, soyez devant l'écran à 20h25, comme ça vous ne ratez pas l'introduction du beau casting que vous aurez quand même, parce que on vous a prévu du lourd. C'est ça. Et Jérôme. Enfin, du lourd et moi, c'est ce que j'allais dire. Et le passage est clandestin qui monte dans le sidecar comme ça. C'est ça. Allez, niveau promo, on va aussi parler d'Insta, puisque on a lancé pas mal de petites choses, des contenus un peu tous les jours, et notamment on vous avait mis samedi, si je dis pas de bêtises, ouais, un post qui vous permettait de poser vos questions, et déjà merci à tous, puisque belle surprise, on a eu quelques questions, on a eu plus de 0 questions. Bah exactement, ouais. Voilà. Soyons transparents, belle surprise. On s'était demandé si le concept allait marcher, si ça allait vous intéresser de poser des questions, d'échanger avec nous et éventuellement d'avoir une réponse de notre part, puisque on ne part pas du principe que nous sommes des experts dans absolument tous les domaines. Donc nous allons faire un effort et nous avons un peu préparé quand même nos réponses, histoire d'être accurate. Enfin, moi, j'ai préparé des réponses. Après, pour ceux qui sont en podcast, Alex, il est un peu en mode moi l'interro, j'ai pas trop préparé, mais t'as vu, ça va le faire. Ah non, je vais rater mon interro. 19.
Alex, les bon élèves bien chiants. Ouais, je suis pas sûr d'avoir bien réussi. J'ai fait la moitié des questions. 17, ça alors. Ah, mais je comprends pas. Il va falloir que je recompte mes points. Pour le coup, c'est ce que ma copine m'avait fait à son bac. Bac de physique. Elle m'a dit, putain, j'ai rien compris. Tout le monde a fait ça au bac. Non, mais elle m'a dit, j'ai rien compris. J'ai fait la moitié des questions. Moi, je me suis dit, moi, ça va, tranquille, on avait la même note. Et c'était une bonne note, en plus, hein. C'est pas genre, elle a eu 5 et moi aussi, auquel cas, c'est logique. Non. Voilà. La petite anecdote baccalauréat. Et allez, Alex, là, tu vas avoir d'autres questions auxquelles répondre, enfin, auxquelles nous allons répondre ensemble. Question de philosophie. Exactement. La première vient de Guillaume d'Insta, qui nous demande si la NFL doit forcément organiser des matchs à Paris pour démocratiser le foot US en France. Et avant de rentrer sur la question du foot US en France, moi je me demande, est-ce que la NFL, c'est à elle de faire ce boulot de démocratiser le sport ici? Je pense que le problème, il est à prendre à l'envers. Je pense que c'est d'abord aux institutions du foot US en France de bien se montrer, de montrer qu'il y a du bon travail, donc que ce soit eux ou pas d'ailleurs, hein. On a vu les Mousquetaires de Paris qui avaient enfin une franchise, on a une franchise à Paris dans la Ligue européenne, c'est un premier pas. Notre championnat doit devenir de mieux en mieux. L'équipe nationale fait des bons résultats. On a des petits Français comme Junior Ao qui est dans le practice squad des Vikings, qui peut montrer qu'en France on est capable de former des joueurs. Je pense qu'en fait la NFL démocratisait le foot US en France, entre guillemets, elle s'en tamponne parce que le public il est encore réduit, et du coup on travaille aussi à ça, tous les créateurs de contenu de la plateforme, les petits comme les plus gros, mais oui, après une fois que t'as un match de foot US à Paris, si ça finit par arriver, là je pense vraiment que le travail autour doit être hyper bien rodé pour attirer du monde. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Je suis d'accord avec toi sur la démocratisation du sport doit se faire par la Fédé. Il doit se faire à des niveaux plus bas. Faut pas attendre à ce que aujourd'hui le championnat passe de ce qu'il est aujourd'hui à au championnat de basket, quoi. Ce sera pas le cas. Il va falloir des années avant que ce soit le cas. Et je pense facile, il va falloir 20-25 ans. Ça paraît énorme. Mais en fait, il faut que aujourd'hui le foot US soit une alternative au rugby pour les jeunes. Le rugby, c'est un sport un peu violent entre guillemets déjà. Tu te dis pour ton enfant, t'as pas forcément envie de le mettre au rugby si t'as envie qu'il garde son nez et ses oreilles. Et là, le foot US, ça fait un peu peur aussi. Donc, je pense que la démocratisation du flag déjà, et je crois que c'est le boulot qui est un peu fait en ce moment par du flag football, qui est en gros du foot américain sans contact, mais juste où tu dois attraper le drapeau. Qui dépasse de la fesse arrière, et parce que la fesse avant n'existe pas. Mais du coup, ce sport-là doit permettre à un niveau beaucoup plus bas de développer le sport en France. Et t'as l'autre point qui est du coup, quel est le rôle de la NFL? Encore une fois, je pense pas que la NFL ait un rôle. Il y a le rôle aussi des diffuseurs comme M6 notamment, qui ont repris qui ont repris un match toutes les semaines. C'est bien, l'équipe l'a fait aussi. Sur Sisplay maintenant t'as du contenu football américain, et en fait c'est sur Netflix il y a la série Quarterback. En fait faire en sorte de pipoliser ce sport là pour l'international, et que ce soit un peu plus intéressant, comme il y a eu pour du Drive to Survive pour de la Formule 1, où ça a développé la Formule 1 dans le monde, pour un sport du dimanche où tu dors à 14h. Donc là, ceux qui disent le foot américain c'est chiant et qui regardent de la F1, voilà quoi. Je pense que tu peux t'amuser un peu plus en regardant de la NFL qu'en regardant de la F1. J'ai une dernière piste un peu plus troll, mais si Marion Cotillard pouvait sortir avec un joueur célèbre, peut-être qu'on aura un effet Taylor Swift en France, tu vois. Et ça parle un peu, hein. Taylor Swift, déjà, rien que le fait que ce soit Taylor Swift et que ce soit pas... Bref, j'ai pas d'exemple. Mais t'es une chanteuse de vraiment country ou un truc un peu... Oui, un truc plus local. Ouais, c'est très fort aux États-Unis, oui. Mais on s'en cogne en France. Là, ouais, ça aiderait. Ça a aidé déjà. Hein. Mais bon, après,
Il y a eu enfin il y a eu d'autres choses. Taylor Swift qui a été voir un match des Jets. Maintenant on dit oui, c'est pour que quand tu tapes Taylor Swift Jets, il n'y ait pas ces émissions de CO2 qui arrivent en résultat Google. Ok, d'accord. Donc voilà, les Jets c'est même pas une équipe de foot US, c'est juste le même nom que des jets privés. T'es en train de dire que du coup Marion Cotillard, on la verra au match des Packers pour que les gens voient Jordan Love et oublient sa prestation dans Batman. Je comprends pas trop la logique. Possible. Non mais ouais, pour terminer sur cette question, t'as parlé du flag. Vraiment, je pense que c'est le genre de sport qui pourrait être notamment pratiqué à l'école, qui est ultra ludique. Allez voir des vidéos sur YouTube. Tu peux le jouer de façon mixte. C'est ludique. Honnêtement, il y a moyen que ce soit dynamique. Et puis ça évite Franchement, moi, j'adorais le sport à l'école, mais tous les ans, tu fais tout le temps la même chose. Et il y a des gens pour qui les cours de sport se passent très bien quand tu adores ça. Et d'autres pour qui c'est un véritable calvaire quand t'es pas sportif de base. Et je trouve que le flag fait partie de ces sports, un peu comme l'ultimate. Beaucoup de gens se moquent, mais c'est des sports qui introduisent, mais de ouf, qui permettent à tout le monde de participer. Voilà, il y a plein de pistes. Il y a des pistes médiatiques, il y a des pistes structurelles, il y a des pistes culturelles. En tout cas, pour revenir et conclure sur la question, je pense que le plus important, c'est de ne pas attendre que la NFL vienne avec un match à Paris comme un cadeau. Si ça arrive, très bien, et capitalisons dessus. Mais très clairement, si on n'attend que ça, c'est vraiment pas bon, quoi. Ouais. Et puis voilà, t'as encore une fois le médiatique et arrêter de, quand on parle foot américain, de dire pourquoi football. Déjà ça, ce serait un truc où si dans l'imaginaire commun on arrête de dire football, mais pourtant il tape jamais avec le pied. Déjà tu gagneras un petit peu, quoi. Ça, j'ai envie de dire, n'en voulons pas aux gens. À nous de faire le travail de démocratiser, d'expliquer ouais, pourquoi, en fait. Tu vois, c'est non, mais ceux qui font l'effort d'en parler, ouais, qui sont un peu mainstream, disent oui football, non. Oui. Relou. Mais voilà, t'as des sports où, enfin, c'est un peu tous les sports américains, c'est un peu compliqué. Le hockey, c'est un peu compliqué. Le baseball, c'est un peu compliqué. Le football américain, c'est un peu compliqué. Ouais, mais tu vois, le hockey, il a quand même un truc où il ressemble entre guillemets un poil dans les règles au foot ou au hand. Je schématise, hein. Mais t'as 2 buts de chaque côté, tu marques des buts, les gens ils captent. Et ça fait un point. Voilà, au-delà des autres règles. Là où genre des trucs comme le baseball, comprendre quand est-ce que tu marques un point, passer 7 heures devant la télé, c'est moins culturel pour nous. Enfin si, oui. Mais pour regarder des Marseillais, les Marseillais à Cancun et Cyril Hanouna, quoi. Ou des rediffs de NCIS, mais pas pour regarder 7 heures de baseball, quoi. Ouais. ou toute la semaine de recherche appartement aux maisons. On va croire que t'en veux à Stéphane Plaza à force de prendre cet exemple. Allez, on enchaîne sur les questions. On a question de Pomme Cyclo Club qui a décidé de changer de discipline. Merci à lui. Passer du vélo au foot américain, on apprécie l'effort. Qui nous demande, et on va s'en servir pour faire un peu de promo, mais s'il existe des podcasts pour les Bears, les Vikings, les Commanders, donc des podcasts focus équipe. Donc pour ceux qui nous écouteraient, qui suivent pas forcément des podcasts spécialisés sur une équipe ou un sujet en particulier, n'hésitez pas à suivre les comptes de la communauté française et francophone si vous ne parlez pas l'anglais, mais il y a quasiment toutes les franchises qui ont des podcasts. Il y en a peut-être la moitié et encore. En l'occurrence, les Bears n'en ont pas. Ils m'ont dit qu'ils étaient en train c'était plus en état de projet. Les Vikings, j'ai pas trouvé, et les Commanders doit y en avoir parce qu'ils ont beaucoup ils ont beaucoup. Je pense qu'ils ont un truc, que ce soit les Belges, les Français, il doit y avoir peut-être quelqu'un qui a. Faudra qu'on regarde un peu plus, mais peut-être qu'il y a quelque chose. Bah du coup, message aussi passé à ceux qui ont les comptes francophones des équipes. N'hésitez pas à tweeter et à nous taguer quand vous sortez un épisode, comme ça nous on peut le relier aussi à ceux qui nous écoutent, ça fait grandir toute la commune, hein. Vous l'avez vu, on n'est pas avare de partage, hein. On sait on sait mettre de la lumière sur les autres beaux projets. On passe un coucou à Elio avec son podcast sur les Saints,
qui a connu un très bon lancement. Mais voilà, il y en a plusieurs, les têtes de fromage, les Packers qui ont leur podcast. Les Jets de Tonton, les Jets de Tonton. Voilà, il y en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, allez voir sur Twitter. En général, les communautés françaises, elles sont assez actives sur leur podcast à eux. Ouais. Quand ils en ont. Une dernière question qui cette fois eu lieu sur YouTube, qui est une question plus technique, et là nous allons sortir de nos sentiers de compétences, mais on a essayé de se renseigner un peu. Question d'Arnaud: comment regarder les alignements avant le snap et avant la transmission du ballon? En gros, t'es devant ta télé. Ouais. Comment tu regardes un play, quoi? Sur quoi ton œil doit entre guillemets se focaliser? Compliqué, hein? Ouais, c'est pas facile parce qu'il y a énormément d'éléments auxquels faut faire attention, que ce soit du côté de l'attaque ou de la défense. Déjà, savoir à quelle tentative tu es et quelle distance il y a à parcourir, c'est quand même un petit peu important. Il y a de grandes chances que si t'es 6 points de retard, que tu sois à 2 minutes de la fin et que tu sois en 3e et 11, globalement, il y a plus de chances que tu tentes une passe qu'une course, par exemple. Donc voilà, va y avoir des critères de nombre de tentatives et de distance à parcourir, de score forcément et de temps restant. Si tu as énormément d'avance, tu vas privilégier des plays à la course pour écouler le chrono, et donc la défense va pouvoir s'adapter en conséquence. Voilà, donc là on est vraiment sur des considérations un petit peu de dynamique du match. Peu importe qui est sur le terrain, quoi. Voilà. Et pour rentrer du coup sur la partie personnelle sur le terrain, quand tu vas être sur une défense, tu vas observer du coup l'alignement d'en face. Est-ce que c'est un running back très très puissant qui est aligné? Déjà, est-ce qu'il y en a un ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un de puissant? Est-ce que c'est quelqu'un en fait, les mecs qui connaissent toute la profondeur des effectifs, voilà, est-ce qu'il y a un fullback? Est-ce que le running back qui est sur le terrain, c'est celui qui est tout le temps aligné sur les situations de passe, ou en tout cas plus souvent? Est-ce que même pour les receveurs, est-ce que tu vas avoir les receveurs, je vais schématiser, mais petits et rapides, qui vont peut-être plutôt partir en profondeur, aller très 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 vite pour étirer le terrain? Est-ce que ça va être des receveurs grands et costauds qui soit bloquent, soit reçoivent des passes courtes? Est-ce que sur la ligne, le centre et les guards donnent l'impression qu'ils vont bloquer leur vis-à-vis ou chercher à mettre du poids vers l'avant et aller ouvrir des brèches? Et à l'inverse, quand t'es en attaque, le quarterback, il a énormément de situations à lire. Je crois avoir lu à de nombreuses reprises que le nombre de safety était ultra important. Savoir est-ce que t'allais avoir un strong safety qui allait rajouter du monde dans la box, ce qu'on appelle la box, donc ceux qui sont immédiatement en proximité de la ligne offensive et donc qui viennent mettre de la pression. Est-ce qu'au contraire ça couvre le fond de terrain et dans ce cas-là ça va être plus dur de faire une passe? Est-ce que va y avoir un blitz? Là je crois que j'aime beaucoup ta réponse. Je crois qu'aussi la question c'est que toi en tant que spectateur, qu'est-ce que tu regardes? Ouais. Plus que en tant que quarterback, en tant que défenseur, etc. Tu regardes devant toi, t'as les deux lignes qui sont l'une face à l'autre. T'as ton quarterback qui est à droite ou quarterback qui est à gauche. Sur quoi mes yeux se focalisent? Lui, il regarde. Donc Arnaud regarde plus le quarterback en général, mais il peut rater des moments parce qu'il regarde le QB et du coup il regarde pas le running back, il regarde pas le receveur comment il part, il regarde pas le défenseur qui arrive et qui contourne la ligne. Et du coup, la question un peu de que regarder. Et c'est vrai que c'est un peu dur de savoir ça, mais ouais. Avant la transmission du ballon, moi ce que j'aime beaucoup regarder, c'est souvent j'ai les yeux du côté de la défense et j'aime bien voir les safeties qui font des feintes de venir dans la box, qui reculent, qui en fait mettent l'hésitation au quarterback sur est-ce qu'il va potentiellement se prendre un blitz ou pas. Et du coup, donc un blitz, on rappelle, situation de pression en supériorité numérique de la défense sur le quarterback, où tu crées une supériorité numérique de la défense frontale entre guillemets, donc qui va presser le quarterback, mais du coup où il y a forcément un joueur de libre plus loin sur le terrain et qui oblige le quarterback à lire très très vite cette situation. Donc si le QB il est bon ou qu'il peut échapper à la pression, il va quasiment tout le temps compléter un jeu. Et si à l'inverse le blitz est très très efficace et la pression arrive très très vite,
et ben là ça peut lui empêcher de compléter cette passe. Souvent tu fais ça avec des QB qui sont un peu soit qui ont une ligne offensive moyenne, soit qui sont un peu moins sûrs de leur jeu, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Moi, je regarde en général effectivement où est la ligne frontale, on va dire, comme tu en parlais par rapport à donc défensive par rapport à l'offensive. Les lignes, moi, c'est le duel que je regarde le plus, parce que tu peux, en fait, c'est ce qui va me donner le plus de satisfaction sur le play total en tant que spectateur sur la première vue, parce que la passe, je vais pas voir les receveurs partir. Les receveurs, ils sont plus dans mon champ de vision, donc ça me frustre. Et ça me permet de voir s'il va y avoir un trou pour un running back éventuellement. Et ensuite, s'il y a un beau play de passe, en fait, je le regarderai au ralenti, parce que 3/4 du temps, il y a un ralenti de demi. Et c'est intéressant parce que là, tu verras le tracé du receveur. Moi, je me concentre pas trop sur le tracé du receveur, parce que déjà, il y en a trop. Donc, te concentrer sur un, c'est impossible. Même si t'as les yeux qui louchent, tu peux en regarder deux, mais il y en a au moins trois. Et donc, du coup, moi, c'est plus les duels de ligne et éventuellement le running back. Mais tout ce qui est quarterback, j'essaye d'oublier un petit peu. À moins qu'il y ait un scramble, auquel cas, si le QB commence à improviser, là, je vais regarder le QB. Oui, là, après, tu le suis des yeux une fois que tu sais que c'est lui qui s'en va. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Suivre les tracés, ce qui est compliqué, c'est que la façon dont le foot américain est filmé empêche de voir dans le détail tous les tracés des receveurs, notamment s'ils sont en profondeur. Le champ de la caméra permet pas de tout avoir de la façon dont c'est filmé. Donc souvent les passes complétées, c'est des choses qu'on voit mieux au ralenti. Et donc l'intérêt, c'est quand même d'observer la zone de combat, donc les deux lignes, ligne défensive, ligne offensive, et de savoir qui prend l'ascendant sur l'autre et pourquoi. Voilà. N'hésite pas à nous dire. J'ai beaucoup aimé Arnaud sur YouTube, beaucoup aimé ton commentaire, que t'aimais bien nos vannes aussi. Donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, lui il sait reconnaître le niveau d'humour, et il cite pas Gad Elmaleh quand il a une ref à faire. Oh lui. Non mais écoute, faut dire les choses, c'est l'humour d'un ancien temps, Gad. Ouais. Allez, on en termine avec les questions. C'est nos questions Spotify, YouTube. Ça, c'est celles qu'on pose maintenant après chaque épisode. On vous demandait qui allait perdre sa place de titulaire en premier au niveau des quarterbacks. Vous aviez répondu en majorité Mac Jones. Et on peut vous dire bravo. Puisque... alors, est-ce que c'est une perte définitive? Je ne sais pas, mais ça fait 2 semaines de suite qu'il ne termine pas le match. Très clairement, ça commence à ressembler à un turning point où je serais très 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 surpris qu'il soit aux commandes de l'attaque au prochain match. Ouais, moi je serais pas surpris qu'il soit au prochain match, parce que je trouve que le calendrier il était vachement difficile là sur les 2 derniers matchs notamment, 2-3 derniers matchs, et c'est pas le plus simple, on va dire. Tu le savais, hein. Tu regardes, rien que la communauté fantasy par exemple le savait, que là c'était pas le moment où il fallait avoir des joueurs des Patriots dans ton effectif. Oui. Et donc là, je pense qu'il va y avoir 1 ou 2 semaines, je sais plus le moment de leur bye week, mais je pense que je trouve ton argument légèrement fallacieux sur la fantasy, puisque de toute façon, de base, les joueurs des Pats, en gros, en dehors de Ramondre Stevenson, normalement, vous en avez pas dans votre équipe. Et voilà, Henry, je suis un peu dur. Mais même Ramondre, tout le monde disait, calmez-vous, ça ira, c'est pas très grave, ça va aller. Et c'est toujours le cas, je pense. Mais la défense des Saints fait partie des bonnes défenses, mais au bout d'un moment, si tu te mets on en parlera plus tard, hein, mais si tu te mets à jouer comme ça contre la défense des Saints, en fait, tu vas avoir des problèmes contre la moitié de la ligue, hein. Ouais, bien sûr. Mais de toute manière, c'est ce qui va se passer pour les Patriots toute cette saison, je pense. Les Jets, en fait, les 3 derniers matchs, c'est Jets, Cowboys, Saints. C'est pas le plus simple quand ton atout numéro 1, c'est à la course, et que, en fait, tu peux pas trop courir. Semaine prochaine, ce sera les Riders. Ensuite, ce sera les Bills et les Dolphins, je crois. Un peu mieux. Et du coup, dans la lignée de ces changements, on a posé la question pour les QB, parce que ce sont souvent les premiers fusibles qui sautent dans les équipes qui fonctionnent mal. Là, on va vous demander quel coach se fera virer en premier, et surtout à quelle semaine ça va subvenir. Est-ce qu'on a ça là après la week 6? Est-ce que ça va attendre? Je sais pas trop, j'ai pas trop regardé les 2-3 dernières saisons quand est-ce que ça avait sauté rapidement, mais
Mais là, on a quand même quelques candidats, quoi. Franchement, on en a identifié facilement 4 ou 5 qui sont ni protégés par leur statut, ni par celui de leur équipe. Donc, ouais. Ça va être intéressant à suivre. Il y en a d'autres qui mériteraient de sauter, mais c'est un peu compliqué de le faire. Ouais, ça va être compliqué. Voilà. Mais ouais, voilà. Donc n'hésitez pas, vous nous dites dans commentaires Spotify, vous avez la possibilité de le faire. Sur YouTube, vous avez la possibilité de le faire aussi. Et puis maintenant, si vous voulez carrément nous envoyer juste sur Instagram en réponse à la story promotionnelle de l'épisode, pareil, ou en commentaire du post ou sur Twitter, tout c'est @lefrontoffice, donc surtout n'hésitez pas. Ouais, on regarde tout, donc peu importe le commentaire, la question, la remarque, on la verra passer. Donc mettez ça là où ça vous arrange. Exactement. Allez, avant d'attaquer vraiment l'analyse de la semaine, review rapide en fantasy, je te laisse commencer Alex, puisque toi tu as connu une situation bien particulière. Bon, alors déjà j'ai perdu contre Pascal sur la Ligue des Fantasy Ballers, la Ligue des légendes. J'ai gagné contre Ngito dans notre trophée Ballers, pareil. Donc ça c'est bien, ça me fait une petite victoire dans mon équipe que j'aime beaucoup et qui gagnait pas depuis le début de la saison. Mais j'ai réussi à faire match nul sur une ligue pareil, une ligue qu'organisaient les Fantasy Ballers contre Westbrick. J'aime beaucoup ce nom. Westbrick 7 correspond très bien à ce que je pense du joueur. Et voilà, on a fait match nul, 134.64 à 134.64. Je ne savais pas qu'on pouvait faire un match nul. À 2 décimales en plus. J'avais entendu des rumeurs de match nul. Je ne l'avais jamais vu. Et voilà. Donc là, c'est le cas, c'est arrivé. Donc j'ai un bilan en 3-1-1. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir un bilan avec un match nul. Jusqu'à correction statistique où là tu vas perdre de 0,2 et tu vas dire mais je comprends pas. Je vais perdre de 1 yard près, ça va me rendre fou. Bon, de mon côté, moins original, une défaite dans la Ligue des légendes face à Mehdi de Touchdown Actu. Vraiment, il a fait 180 points, donc bon, mes 120 points ont pas trop pesé dans la balance. Hein. Pareil pour moi. J'ai fait sur la Ligue des Ballers, je fais 121, j'ai pris 185 points. Ouais, là c'était pas une très belle semaine, écoute. Mais victoire dans le trophée Fantasy Ballers, pareil. Mon équipe avait un peu de mal à gagner, alors que sur le papier elle avait l'air très solide. Je me heurtais souvent à de la malchance jusque-là, et là ça enchaîne bien. Donc j'ai battu Péchou. Je crois que je suis en 2-3, du coup ça remonte pas mal. Mais bon, de toute façon, on le sait, plus important, se qualifier pour les playoffs, et puis après, on s'arrange là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'idée. Voilà. N'hésitez pas à suivre Fantasy Ballers. Pareil, ils sont très actifs, notamment sur Twitter. Ils ont pas mal de live. Vous pouvez d'ailleurs, on est mardi, ils en ont un ce soir, je crois. S'ils restent sur leur même programme. C'est mardi, ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou et à partager vos grosses victoires, vos grosses défaites, ou est-ce que vous avez pleuré en voyant que votre adversaire avait Ja'Marr Chase et DJ Moore dans sa line-up. Voilà. Ouais, ensemble. Voilà. Comme ça m'est arrivé dans notre ligue locale et qui ne m'a pas empêché de gagner. Ouais. On est 8 dans notre ligue locale, donc ça aide. Ouais, certes, mais fallait se sortir d'un 90 points à 2 joueurs. C'est vrai, pas facile. Voilà. Heureusement qu'il y a Dak Prescott et dans cette équipe. Heureusement qu'il a 3 joueurs des Cowboys dans cette équipe-là, parce que sinon. Oh là là. Oh, on est en train de spoiler ma flop team. Oh, j'ai rien dit. Non, je dis juste que voilà, Dak Prescott, Tony Pollard et CeeDee Lamb, ça a pas fait un match de fou. Ah bah ça a accumulé moins de points que Ja'Marr Chase tout seul, ça. Je peux te le dire, je l'ai bien vu passer. Allez, on va avoir le temps d'analyser tout ça dans le rewind de la semaine. Rewind of the week. He's gonna fumble the football. Et pour attaquer ce rewind qui n'est jamais arrivé aussi loin dans un épisode. Ah ouais, si loin là. On a fait un épisode juste sur les questions. Maintenant on peut commencer l'épisode du rewind. Exactement.
en ce moment, on est bien, on fournit bien, les gens ont l'air d'apprécier, donc on continue. Voilà. Et on a bien apprécié des petits éléments à droite à gauche. Là, cette semaine, on va commencer avec notre match préféré, Alex. Je te laisse la main puisque tu vas parler d'une équipe sur laquelle on a beaucoup tapé et qui s'est réveillée. Ouais, qui s'est réveillée. Ben, on en a parlé très rapidement là. C'est les Bengals et globalement un peu plus Ja'Marr Chase qui s'est réveillé. Même Bureau. Et je trouve que c'était un match qui avait tout l'air de démarrer comme un match piège, même s'il y a eu 10-0 au premier quart, mais ensuite t'as eu 2 touchdowns l'un à la suite de l'autre, et tu te dis oula, 14-10, même 14-10 au bout d'un moment, tu te dis oulala, il va se passer quoi? Et ensuite il y a eu le pick six un peu avant la mi-temps qui a vraiment, je trouve, changé la physionomie de ce match, et qui a fait en sorte que nos amis des Bengals réussissent à gagner contre les Cards. Ça, voilà, Zach Taylor prend un petit sursis, je pense. Mais en tout cas, en l'absence de T. Higgins, Ja'Marr Chase a pris 15 réceptions, 192 yards, 3 touchdowns sur 19 targets. Trenton Irwin en a pris 10 targets, 8 réceptions aussi. Voilà, après il y a toujours autant d'inefficience, je trouve, au niveau de la course, avec Joe Mixon qui a couru 25 fois, qui a pas atteint les 100 yards. Mais voilà, 2 interceptions, donc même défensivement, t'es pas si mal. Ils ont tenté de... Ils ont aussi fait un stop en 4e tentative. Enfin voilà, ils ont réussi à faire des choses plutôt intéressantes, je trouve. Et face à des Cardinals qui sont en soi toujours aussi vaillants, ouais, dans leur match, qui j'ai l'impression qu'on va avoir le premier coach de l'année qui va être en 2 victoires. Enfin, je trouve que c'est un des meilleurs coachs de la ligue, moi, cette année, et qu'il n'y a pas un coach qui se détache incroyablement plus que ça. Après, bon, voilà, ça va être le moment où Shanahan va peut-être le choper si ça continue comme ça. Mais voilà, très très bon coaching de la part de cette équipe des Cards. Joe Burrow enfin qui se réveille. Voilà, match intéressant qui se termine en victoire 34-20 pour les Bengals. Voilà. Ouais, et ça leur permet d'éviter la grosse crise, hein. Ils passent en 2-3 du coup. Ouais, 2-3 et les Cards en 1-4. Putain. Si on m'avait dit au bout de 5 semaines que les Bengals seraient en 2-3 et qu'ils seraient heureux de battre les Cards quand même... Rassuré, je pense, plus que... Ouais, exactement. Et ça va dans la bonne direction. Écoute, de mon côté, je fais pas très original. On avait voulu le mettre en avant parce que c'était le match de Londres et aussi parce que c'était une grosse affiche. Mais ouais, l'affiche entre les Jaguars et les Bills qui a abouti sur une victoire de Jacksonville 25-20 contre Buffalo. Je suis content parce que j'avais dit Jaguars dans le 2-minute warning. C'est vraiment, je me demande si c'est pas le match le plus abouti sur le contenu, ou en tout cas celui avec le plus d'enseignements depuis le tout début de saison, toute semaine confondue. Je me suis régalé. J'ai vu 2 équipes qui allaient tout droit en play-off et qui auraient de sérieux arguments à montrer en play-off. D'un côté, on a un Trevor Lawrence, vraiment c'est un patron. Quand il arrive à se connecter avec ses receveurs, pourtant il fait 315 yards à 25 sur 37, un TD, pas d'interception, donc un seul TD. Mais qu'est-ce qui fait bouger les lignes? Il a réussi à trouver Calvin Ridley de manière ultra consistante, Christian Kirk de manière ultra consistante. Il a trouvé Evan Engram sur des jeux plus courts, mais il l'a quand même trouvé 4 fois. Travis Etienne a contribué aussi, même Zay Jones, seulement 3 réceptions, mais 1 TD. Vraiment, c'était impressionnant. Le jeu au sol est bien en place aussi. Travis Etienne, il a porté le ballon 26 fois pour 136 yards et 2 TD. Vraiment, la menace Tank Bixby, voilà, le temps qu'il est enlisé, hein. Vraiment, le seul qui avance, c'est Travis Etienne. Et en face, on a un Buffalo qui a été malmené pendant toute la première mi-temps, mais qui est arrivé à la mi-temps en étant mené que 11-7 grâce à une défense mais incroyable.
Ils ont subi tout le match, mais sans rompre, jamais, alors que les blessures se sont enchaînées. Matt Milano, d'ailleurs, j'ai pas de nouvelles, en tout cas, j'ai pas lu d'infos sur sa potentielle absence, mais qui est sorti assez tôt sur blessure et avec une orthèse qui lui prenait toute la jambe. Donc c'est un peu le genre de dispositif que tu mets qui va de la cuisse jusqu'à la cheville quand tu sais pas encore ce que le mec a exactement et que t'as pas envie qu'il y ait quoi que ce soit qui bouge. Il va avoir besoin d'une opération et visiblement il est out pour la saison. Oh là là, c'est terrible. Et pourtant derrière, alors il y a eu d'autres bobos, hein. Je crois qu'il y a eu au moins 3 ou 4 blessures du côté de la défense, en plus d'apprendre avant le match que Tredavious White était out pour la saison. C'est le seul bémol côté Bills, c'est que là la défense elle a l'air décimée, mais les joueurs qui sont arrivés derrière sont vite rentrés dans les chaussures, ont fait un bon match, et offensivement ils se sont réveillés dans le 4e quart. Josh Allen il s'est déchaîné. Le leadership de Josh Allen, son duo avec Stephen Diggs, et même quand il trouve pas Diggs, il a réussi à bien se connecter avec Gabe Davis, c'était incroyable. Deontay Harty, comme à tous les matchs, il fait que 2 ou 3 réceptions, mais à chaque fois elles ont l'air capitales. Faut juste que le jeu au sol se réveille. Vraiment, James Cook n'avance pas. 5 portées de balles pour moins de 4 yards. C'est un beau total. Damian Harris, 3 portées pour 13 yards. Latavius Murray, 2 portées pour 6 yards. Celui qui en a parcouru le plus, c'est Josh Allen, 4 portées, 14 yards, 1 TD. Enfin, je ne comprends pas comment avec 3 coureurs de ce standing-là, tu n'arrives pas à avancer, même si la défense de Jacksonville a fait un beau boulot. Ils doivent absolument, s'ils veulent passer ce cap, installer le jeu au sol. Ça a été la problématique chaque année, on le voit encore là, et ça va être là où ça va jouer pour eux. Mais vraiment, ce match, incroyable. Tu sens que c'est en rodage, mais il y avait une odeur de playoff. Ouais, je suis d'accord. Bah, moi, avant la signature de Jonathan Taylor au Colts, là où il a signé pour 3 ans de plus, je pensais le prochaine équipe pour laquelle il allait jouer, ça allait être les Bills. Parce que dans cette équipe-là, ça manque d'un vrai running back 1. Et j'ai dit, bah, tiens, ce serait vraiment pas mal dans cette équipe-là. Et je le pense toujours, que ce serait pas mal. Mais à voir ce qu'ils peuvent faire. Mais déjà, quand t'envoies 359 yards à la passe, que t'as des Stephen Diggs et Gabe Davis qui arrivent à te faire 100 yards chacun, t'as moins envie de courir. Ouais. Mais t'en as besoin. Là, t'en as besoin quand même. Oui. Quand sur 5, 7, 10, 14 portées, tu fais 27, 29 yards, c'est peu. C'est très peu. Ouais, non, c'est James Cook mitigé. On savait son profil un peu léger, et visiblement il est capé par ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 2 running backs très très puissants qui sont utilisés avec lui, quoi. Ouais. T'as besoin d'avoir un peu ce bulldozer que tu peux juste envoyer dans la défense de temps en temps, et tu vois même même s'il fait que du 3 yards et demi par portée, mais ce gars où tu sais qu'il arrive, il est attendu, mais juste parce qu'il arrive vite et qu'il est lourd, et bah il parcourt à quelques mètres, et ça fait bouger les chaînes, ça fait peser une menace. Là malheureusement Cook il représente pas encore assez ça, quoi. Donc voilà, on a beaucoup d'enseignements, on a des équipes qui vraiment ont encore 13 semaines pour monter en puissance, et j'ai adoré vraiment ce soupçon de playoff alors qu'ils étaient à Londres. Et c'est pas les meilleures conditions pour jouer quand les Bills, on sait qu'ils sont arrivés 48 heures avant. Allez Alex, on va enchaîner avec la top team, et je pense que la tienne, c'est sa première apparition ici. Oui. Écoutez, moi, il n'y a pas trop d'équipes qui m'ont emballé cette semaine. Et je vais parler des Steelers. Je les ai trouvés corrects. Dans un match contre les Ravens, dont tu parleras un petit peu plus tard au niveau des Ravens, ça a fait quasiment que des punts pendant un bon moment. Ils sont quand même pris un touchdown en début de match, donc à la mi-temps t'es en 10-3. Le troisième quart c'est encore un 0-0 avec que des punts. C'est vraiment le troisième quart, si vous avez envie de vous ennuyer, vous regardez le troisième quart de ce match-là. Ensuite un safety,
Donc ça veut dire que quand même ils ont réussi à faire quelque chose. C'était un punt bloqué qui est devenu safety. Ils ont intercepté Lamar Jackson, ils ont récupéré un fumble de Lamar Jackson et ils ont marqué un touchdown avec notre ami George Pickens pour l'inverse, Kenny Pickett pour Pickens. Voilà, ils ont réussi à faire quelque chose dans un match difficile et je m'y attendais pas. Okay. C'est ma définition de top équipe ou de trick play. Mais là, en l'occurrence, trick play, j'avais d'autres choses et donc du coup, je me suis dit que j'allais les mettre là, mais sans trop de conviction. Ouais. Voilà. J'avais d'autres équipes, mais après, enfin bref, un peu compliqué. Je trouve que toutes les équipes elles se valaient à peu près, ou alors il y avait pas d'équipe nulle, complètement cata, dont on n'avait pas déjà parlé lors de précédents épisodes. Et donc les Steelers. Ouais, puis Par contre, Matt Canada, il y a un moment, faut que ça dégage parce que le touchdown qui a été marqué, c'est Pickett qui l'a dessiné. Le play visiblement, parce que quand tu regardes la rediffusion de la coach box où il y a les entraîneurs qui célèbrent tous le touchdown, le seul qui célèbre pas c'est le offensive coordinator Matt Canada, parce que c'est pas lui qui a dessiné le play. Voilà, c'est Pickett, c'est sûr. Et donc ça montre un côté leadership de Kenny Pickett que je ne connaissais pas. Ouais, bah écoute, en plus la passe elle est plutôt ultra réussi parce que le tracé de Pickens il est quand même vachement profond et ouais ça pose des questions sur Matt Canada quoi. Ça pose des questions sur quel est le gros dossier chantage qu'a Matt Canada sur Mike Tomlin ou sur le general manager, parce que ça peut être l'un des deux. Ça me fascine vraiment. Je ne comprends pas. J'ai vu une photo de Matt Canada récemment là et où il disait ouais, est-ce que faudrait pas virer Matt Canada pour mettre Big Ben? Et j'ai vu la photo de Matt Canada, je me suis dit mais attends, ça c'est Matt Canada ou Big Ben chauve? j'arrivais pas à savoir sur le moment, ça a pris un petit moment. Mais ouais non, c'est pas ouf quoi. Najee Harris ça court pas bien, Jaylen Warren ça court mieux mais ça court pas assez. Là, vu comme t'en parles, on a un peu du mal à croire que tu l'as mis en top team. Non, mais je l'ai mis en top team parce que ce genre de match, quand tu regardes au niveau de l'attaque et ce qui se passe, bah tu t'attends à ce qu'ils se prennent 25-8, enfin 25-10 en l'occurrence. Et non, ils se sont pris, ils ont gagné 17-10. Ouais, c'est vrai. Vu comme ça, en fait, c'est une des rares équipes qui a dépassé les expectations. Les expectations, exactement. Bon, de mon côté, les Lions qui ont battu les Panthers. Alors, vous me direz, c'est pas un exploit. Ils ont gagné 42-24. Moi, je les ai mis là parce que marquer 42 points quand même, quand il te manque Jahmyr Gibbs, qui est censé être la nouvelle arme de ton attaque, Amon-Ra St. Brown, qui est ton meilleur receveur, c'est quand même une prestation où tu te rends compte que cet effectif a de la profondeur, a des solutions. Alors Montgomery au sol, il continue de dérouler. Il y a eu le retour de Williams qui a été suspendu. Jamison. C'est quand même cet effectif là, pareil, quand on va s'approcher des playoffs, que tout va être parfaitement rodé, que tout le monde va bien connaître son rôle. Attention, parce que la défense est pas si mal, mais surtout ils sont vraiment capables de gagner des matchs en attaque. On verra ce que ça donne en playoff. Ils ont encore besoin d'apprendre. Mais là, passer 42 points quand il te manque 2 joueurs importants, moi j'étais obligé de le souligner quoi. Vraiment, ils ont fait une victoire d'équipe qui maîtrise. Ils se sont dit bah ok, on a de la marge. Alors en plus les Panthers, ils ont pour l'instant à mes yeux fait leur meilleur match de leur saison, ils en ont mis quand même 24. Mais voilà, ils perdent de 18 points en ayant fait leur meilleur match contre des Lions en gestion. Et je voulais un peu souligner cet écart de niveau qui pour moi derrière le trio Niners, Eagles, Cowboys, vraiment j'ai l'impression que les Lions c'est un peu cette équipe de NFC qui peut venir chatouiller ce trio, à voir où se positionnent les Seahawks, mais voilà, vraiment ce caractère un peu d'outsider qui se marque de plus en plus, j'avais besoin de le souligner, et puis j'avais envie d'éviter l'évidence 49ers pour cette semaine dans les top teams, puisque on attend qu'ils aient une vraie équipe en phase 2 avant de les juger.
Bah allez, j'enchaîne avec ma flop team. C'est bon, je garde la parole. J'ai mis les Cowboys en flop team. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Très clairement, j'avais parlé de Dak Prescott que j'allais surveiller c'était notre match de la semaine. On en avait parlé. J'avais dit ok, l'année dernière, peut-être il prenait trop de risques, les interceptions. Là, il en prend moins, il jette rien. En fait, va falloir juste arriver à cette conclusion où dans ces gros matchs-là et dans les matchs de play-off, à chaque fois il est en dessous de tout et en fait le plafond des Cowboys c'est lui principalement. C'est quand même terrible d'aussi peu faire avancer l'attaque. Alors oui, il est pas tout seul, on va me dire, il y a un coach, un coordinateur, non. C'est vrai, au bout d'un moment, quand tu n'arrives pas à faire des tracés pour libérer CeeDee Lamb contre les Niners, où la défense contre la passe est correcte, mais c'est clairement pas la force. Quand tu vois que Brandon Cooks est parti pour faire une saison de receveur rookie à 500 yards, alors que le mec plante 1000 yards dans toutes les équipes où il va, c'est quand même archi compliqué. On parlait d'un Pollard en mode c'est bon, avec cette ligne et avec tout ce qu'il a montré, Pollard c'est limite s'il envoyait pas 1200 yards en ayant que 60% des snaps. Là on s'est dit avec tous les ballons ça va aller, on n'arrive pas à le faire avancer enfin. Et vraiment c'est parce que je trouve que Dak Prescott il est inoffensif, il incarne absolument rien, il a aucune aura, il fait peur à personne, genre vraiment moi j'avais gros espoir pour les Cowboys cette année, mais clairement ça va pas passer avec Prescott. Et encore une fois, on va dire oui, c'est que la semaine 5, il y a le temps de monter en puissance, ça se trouve ça va dérouler, il y a eu quand même des blessures là, oui, mais en fait j'ai du mal à les voir arriver en playoff et les voir capables et de battre les Niners et de battre les Eagles, et ils seraient même capables, admettons, d'upset les Eagles pour derrière perdre contre les Lions ou les Seahawks. Ce serait tellement Cowboys de faire ça, genre tu vois, limite, je me sens vexé comme si j'étais fan des Cowboys quand j'ai vu cette équipe, parce que j'ai l'impression que tous les ans, t'arrives avec des espoirs, tu vois l'effectif qui est de mieux en mieux construit, les additions, notamment de Gilmore et de Brandon Cook, c'était ultra intelligente, et en fait, tu valorises même pas tes vétérans parce qu'à côté, tu prends pas les décisions fortes. Genre c'est bon, en fait on est saoulé, on était censé avoir une grosse affiche, on a eu une boucherie, genre c'est bon, Jordan Mason qui a fini avec le plus de yards au sol côté Niners tellement qu'ils ont pas eu besoin de McCaffrey, genre au bout d'un moment ils ont le temps de faire tourner leur équipe et de dire bah les gars, on va se reposer, franchement, on joue contre une équipe bottom par rapport à nous. Vraiment une honte, la prestation des Cowboys, une honte des deux côtés du terrain. T'as le droit de le perdre ce match, t'as le droit que ton attaque ait du mal à être rodée. Mais même prendre 42 points en face quand t'es censé être une défense élite, franchement, arrêtons. C'était horrible. Voilà. Gros coup de gueule contre les Cowboys. Bah, en fait, le truc, c'est que on peut dire pas mal de choses sur les Cowboys, mais là où tu les attends, c'est ce genre de match-là. C'est quoi, à la limite, perdre contre les Cardinals, tu te dis, bon, ok, ils ont pas pris le match au sérieux, c'est bien que ça arrive maintenant et pas à ton match de wild card en playoff quand tu joues le vainqueur de la NFC Sud. Je trouve ça pas mal. Là, par contre, tu perds un match que t'es censé préparer, en l'occurrence, je pense qu'ils l'ont préparé. Et enfin, dès le début, tu sens que c'est un peu n'importe quoi. Et enfin, surtout la fin de match, quoi. Je veux dire, à un moment, il y a trois drives consécutifs. Pour les Niners, c'est 3 touchdowns. Pour les Cowboys, c'est 3 interceptions. À la suite, ça fait touchdown, interception, touchdown, interception, touchdown, interception. C'est terrible. Donc oui, c'est un peu laid, on va dire. Et ouais, c'est un peu difficile. Et je m'attendais à voir Trey Lance, tu vois. Je trouvais que ça aurait été une belle blague. Tu perds le match, tu mets Trey Lance et tu vois ce que ça donne. Et même pas, il y a même pas le courage entre guillemets de mettre un joueur comme ça où tu l'as tradé pour. Tu l'as tradé pour un 3e tour. Pourquoi tu le mets pas à un moment quand tu mets Cooper Rush? Non, mais parce que justement, je pense qu'en vrai, les Cowboys, ils doivent tourner la page Dak Prescott, que derrière, ils ont en rush un QB qui, pour moi, faut essayer, et je l'avais déjà dit avant la saison. Et Lens, du coup, est-ce que c'est un 2, est-ce que c'est un 3, est-ce qu'il va être utilisé un jour, ou est-ce que le mec, il va finir, ça va être un Taysom Hill et tout le monde sera triste de voir le potentiel gâché. Mais en fait, ce qui est dur, là où je décharge un tout petit peu les Cowboys, c'est la même question qu'il y avait eu au temps des Giants, c'est si tu tournes le dos à Prescott, quel QB tu mets là, qui est-ce que tu vas chercher? C'est pas simple de répondre à la question, mais au bout d'un moment, si t'as des ambitions de titre, c'est là où
tu vois, est-ce que à l'intersaison dernière, c'est pas toi qui devais aller chercher Lamar Jackson quand les discussions elles étaient un peu bouchées? Est-ce que Non, parce que tu pouvais pas payer Lamar Jackson et te débarrasser de non, Dak. mais ça se trouve, Contractuellement parlant, c'était pas possible. est-ce que si tu mettais des premiers tours, est-ce qu'ils récupéraient pas Dak et Mais je crois que même en cap hit, tu pouvais pas le perdre. Ouais, ok. Ouais, c'est ce que j'avais compris. Mais bon, j'ai pris l'exemple Lamar Jackson parce qu'il est payé très cher et que la situation était bancale autour de lui, mais je pense qu'il y avait il y a eu d'autres QB où les signatures ont pu se faire attendre, où il y avait des tests à faire, des mecs à relancer. En vrai, j'en sais rien, mais au bout d'un moment, en fait, là, c'est dommage, tu perds un an de plus avec quelques joueurs qui vont vieillir, quoi. T'as fait venir Cooks et Gilmore, ils vont prendre un an de plus, et du coup, va falloir quoi, les renouveler. Ta ligne offensive, les blessures, elles s'enchaînent, va falloir renouveler aussi, genre. Les Cowboys, en fait, ils attendent quoi pour tenter leurs shots? Après, peut-être que ça va être cette année, et qu'au final, je vais regretter les mots là, sachant que je les attendais bien en avant-saison. Mais moi, quand je vois comment ça galère au moindre gros match, t'as dit, ouais, ça joue le vainqueur à NFC Sud en wildcard. Là, demain, t'as un match Cowboys-Buccaneers, j'ai un Survivor à faire, je suis pas sûr que j'ai envie à 100% de mettre les Cowboys, quoi. C'est tellement pas safe. Ouais, les Cowboys, je suis content de les avoir déjà mis. Ouais, je comprends totalement. Allez, je te laisse enchaîner avec ta flop team. On a déjà évoqué quelques noms de cette équipe, mais je pense qu'il faut rentrer pareil en profondeur dans le problème. Bon, en profondeur dans le problème, le problème, il est très simple, hein. Il s'appelle Mac Jones. Enfin, c'est un des problèmes. Donc moi, ma flop team, pardon, c'est les Patriots qui ont réussi à perdre les 4 cartons contre les Saints. Voilà, ils ont perdu 34-0. 2 interceptions, un pick six, un touchdown de Camara, un touchdown de Olave, quelques field goals, et même Foster Moreau est venu mettre son touchdown. Ça va nulle part. Il y a rien dans cette équipe. Je trouve qu'il n'y a, là, avec la blessure de Christian Gonzalez, je ne vois rien dans cette équipe qui me donne envie de regarder cette équipe. Voilà. J'ai hésité à la mettre en flop team parce que j'avais même pas envie d'en parler. C'est à ce moment-là que c'est nul. Le pire, c'est que je pense qu'ils vont laisser Mac Jones encore des semaines. Oh non. Et qu'on n'aura pas de Zap. Et je pense que même Zap, c'est même pas leur meilleure option. Je pense que c'est Will Greer leur meilleure option, le troisième QB qu'ils ont. Je pense que c'est le meilleur qu'ils ont dans le roster et qu'ils devraient le tenter. Le mec, ça se voit, c'est un daron. Il est prêt à prendre l'équipe je sais pas s'il est prêt à prendre l'équipe en main, mais voilà. Receveur, il y a rien. Il y a vraiment pas de talent. Et quand tu vois Jacoby Myers hier contre les Packers. Contre les Packers, tu te dis, en fait, pourquoi est-ce que j'ai pas payé, Jacoby Myers à peu près le même prix que j'ai payé Juju. Enfin, ça a pas de sens quand Juju il fait 3 réceptions pour 6 yards. Alors ok, il y a le plan de jeu, il y a le quarterback. Jimmy Garoppolo c'est meilleur que Mac Jones. Donc mais si vous avez envie d'un détail un peu plus profond sur ce match-là, allez écouter le French Quarter podcast de nos amis de Saints France qui rentreront plus en détail sur le podcast. On fait leur promo un peu beaucoup, mais c'est cool. Donc allez écouter et voilà. Moi voilà, les Patriots m'ennuient pour être poli. Ouais, je vais le dire clairement, les Pats c'est, je trouve, la moins belle équipe à avoir joué cette saison. Même dans les équipes où il y a des problèmes, tu vois, les Panthers, c'est à 0 victoire, mais t'es un peu curieux de voir ce que Bryce Young va faire. Tu dis qu'il y a un bout de potentiel derrière. Les Jets, ça court. Les Broncos, il y a eu des moments d'attaque qui étaient intéressants. Oui, mais c'est vrai que les Pats, il y a rien des deux côtés, quoi. Tu t'ennuies des deux côtés. C'est-à-dire qu'ils sont suffisamment bons défensivement pour faire chier un match. Bon, là, en l'occurrence, ils ont été nuls. Mais, voilà. Mais tu vois, même les Bears où le jeu est très stéréotypé, bah moi quand tu vois Justin Fields sortir de sa poche, courir, aller chercher ou tenter une passe longue et où DJ Moore il fait un petit miracle au bon, enfin. En fait, les hauts sont plus hauts, les bas sont plus bas, mais au moins tu vis un peu des émotions, quoi. Ouais. Là, les Pats, il y a très peu de joueurs avec les blessures qui donnent envie d'être suivis. Le fond de jeu, tu comprends même pas ce qu'ils essayent de faire, ils sont pas bons à la passe, ils sont pas bons à la course.
avec les blessures, du coup, ils sont plus bons en défense. En fait, les mecs sont bons presque sur équipe spéciale. Du coup, t'es content de les voir punter, en fait. Ouais. Ou contrer des punts, comme ils l'ont fait en début de saison, genre... Et on est obligé de citer son nom, on en parlait sur les coachs. Il se fera pas virer parce qu'il a double casquette et immense respect pour sa carrière, mais on l'avait déjà dit, Bill Belichick, c'est... Waouh! Franchement, s'il avait de la décence, au bout d'un moment, prends du recul au moins de ton coach de poste. Allez, fais n'importe quoi en tant que GM si tu veux, mais mets quelqu'un à ta place qui apporte un vent de fraîcheur, genre. Et les respects envers ta franchise de toujours de faire ça, même si l'équipe est nulle, comme tu l'as dit. Je pense que le problème, c'est que l'équipe, elle est mal construite et que, du coup, peu importe le coach, là, qu'est-ce que tu vas faire avec quand tes 2 receveurs qui prennent le plus de ballons, c'est Ezekiel Elliott et Juju, qui les deux, ils cumulent pour 7 réceptions et 23 yards. Je sais pas, en fait, fais un truc à l'ancienne, mais 2 running backs, 2 tight ends et utilise des gens un peu drôles. Lance à Ramondre, lance à Hunter Henry. Hunter Henry, il a eu 2 targets, il a rien fait, mais oui, et pareil pour Ramondre. En fait, c'est cata, et je pense que l'équipe est très mal construite. Et donc même si en fait, Belichick, si tu le perds, faut le perdre complètement, et passer à autre chose définitivement, et pas faire un mix de, on le retire à moitié, mais il reste à faire les décisions, ça sert à rien. Non, mais oui, mais après, on sait très bien qu'il sera pas retiré comme ça d'un coup, sauf si c'est une fin de saison. Mais si là, tu veux sauver un petit bout de reste, dis-lui, bah écoute, reste dans le bureau, là-haut, dans la tribune, t'es GM, faut encore jouer avec l'effectif un an, et puis, parce que oui, il faut respecter tout ce qu'il a fait, enfin, c'est le coach successful par excellence, mais là, moi, franchement, on leur a pas mal tiré dessus, mais en vrai, moi, je suis triste pour les Pats parce que c'est une franchise qui, voilà, avec toute l'ère Tom Brady, tous les gens qui suivent le foot US, même genre depuis le début des années 2000, ils ont toujours vu des Pats flamboyants. Et là, c'est compliqué et c'est douloureux à suivre. Et t'as l'impression que il y a eu la page Brady qui s'est tournée, c'est le Belichick qui doit se tourner. Et t'es dans une sorte d'entre-deux qui est un peu malsain ou en tout cas pas bon pour la franchise. Donc, tentons quelque chose, quoi. Ouais, je crois qu'il est à 17 ou avant le début de la saison de victoire du record du nombre de victoires en tant que head coach. Ouais, mais il l'atteindra jamais, on va pas le laisser... Il a 5 saisons pour le faire. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vraiment on va le laisser 4 ans pour qu'il fasse 4 ou 5 wins par saison et qu'il batte le record? Genre, vraiment, je suis désolé, les Pats, ils peuvent pas faire ça. Ouais. Ou bien c'était à eux de faire un all-in, on en parle encore une fois, mais c'était une des équipes qui était les plus à même d'avoir besoin d'un QB à l'intersaison, ils ont rien fait, ils ont voulu tenter Mac Jones, au bout d'un moment, voilà, quoi, genre, moi, en tout cas, ça me fatigue de les voir jouer. Bon, on va continuer dans les trucs négatifs. Je vais faire très rapidement mon fumble puisque t'as déjà un peu parlé du match. T'as parlé des Steelers en top team. Moi, j'ai mis les receveurs des Ravens en fumble. Je pense que les Steelers auraient pas été là si les receveurs des Ravens avaient enlevé leur moufle. J'ai encore vu des gens sur les réseaux sociaux qui arrivent à frapper sur la tête de Lamar Jackson pour sa ligne de stats. Mais les mecs, au bout d'un moment, genre, faut regarder les matchs, en fait. Le nombre de drops des receveurs, il y en a eu au moins 3 ou 4 où juste le ballon, il était dans les mains. Il n'y avait pas de surdosage, sous-dosage, rien. Ces receveurs ont été médiocres. Bateman, il lâche un ballon dans la end zone, il est tout seul et genre la balle, c'était une patate chaude pour lui. Au OBJ, pareil, enfin. Heureusement, même Flowers a fait 1 ou 2 drops pas très jolis, mais c'était un des rares receveurs qui faisait avancer les lignes avec Andrews. Mais Duvernay qui a lâché du ballon long, Bateman, OBJ, même Agolor, enfin. Ces 4-là ont été catastrophiques. Ils perdent un match qu'ils doivent gagner, et pour moi, cette fois, c'est 100% la faute des receveurs. Vraiment. Tu le perds 17-10 parce qu'il y a un miracle de Pickett et Pickens et que la défense des Steelers est solide, mais c'est juste les receveurs captent la moitié des ballons qui ont été droppés, il y a même pas de discussion, c'est une victoire de 10 points des Ravens. Donc, vraiment les gars, enlevez les moufles, sortez-vous les mains de là où je pense et ouais, enfin tendez les bras, quoi, les ballons ils étaient là. Pas les doigts carrément, c'est les mains complètes quoi qu'ils ont. Ah ben là très clairement c'était les mains complètes, hein, quand vraiment
Vraiment, allez voir ces drops, refaites-vous le match en play-by-play, là, faites-vous le condensé qui dure 35 minutes si vraiment vous êtes un peu intéressé de savoir combien de ballons ont été lâchés. Genre, moi, je suis pas le plus grand fan de Lamar Jackson, oui, qui a des qualités, des défauts, non. Cette année, il joue à un niveau qui est pas si éloigné de lui de 2019, qui était MVP. Vraiment, quand il faut courir, il le fait à bon escient, il lance les ballons dans les bonnes zones, ça avance. Mais au bout d'un moment, faut faire un effort. Donnez-lui un Hopkins, un Davante, un mec comme ça qui ne lâche pas les ballons. Vraiment, c'est... Là, sur les 6 receveurs que j'ai évoqués, Andrews compris, il y en a que 2 qui arrivent à attraper la balle. Et encore 1,5 parce que Flowers a eu 1 ou 2 drops. Allez, je lui pardonne parce qu'il est rookie, mais les autres, on nous vend OBJ, catch à une main en arrière, ouais, c'est bon, faut arrêter. Donc voilà. Tu commences le trash talk pour le match de Londres entre les Ravens et les Titans, en fait. Non, mais en plus, je dis ça, tu vas voir que les mecs contre nous, on est tellement nuls contre la passe qu'ils vont faire aucun drop. On va perdre de 30 points et je vais être là en mode bravo OBJ pour tes 3 TD, quelle perf, je vais avoir le seum. Donc j'en profite cette semaine, voilà. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ouais. Mon côté, moi, mon fumble, c'est Jordan Love, qui a été nul. Qui a trop tenté de choses, je trouve, hier lors du match contre les Riders. Il finit avec 3 interceptions, ouais. ou 2 interceptions. Alors si c'est pas 2, si c'est 3, ça aurait dû être 4, et si c'est 2, ça aurait dû être 3, parce qu'il y en a une qui vraiment au début de match là, il fait une saucisse qui doit aller direct. Voilà, donc sa ligne de stats c'est 16 pour 30, 182 yards, 3 interceptions, pas de touchdown. Alors il aurait pu avoir un long touchdown pour Christian Watson si le défenseur avait pas décidé de lui attraper par le maillot, ce que je trouve absolument scandaleux comme play qui annule le touchdown, là, le hors collar tackle. Qui a été sanctionné, mais... Ouais, c'est sanctionné, mais tu peux pas donner un touchdown quand de même. Pénalité, ils l'ont pas mis, alors que vraiment en fait, c'est super bien joué de la part de... Alors c'est qui? Est-ce que c'était... Attends, je vais vérifier le nom. C'était Marcus Peters. Je profite que tu vérifies ça rapidement pour souligner un truc, je pense, et ça c'est une take qui ne tient qu'à moi, mais un peu comme au soccer, une faute en dernier défenseur, pour moi, il aurait dû être exclu du match, parce que très clairement c'est une action d'anti-jeu juste pour empêcher un TD. Là on n'est pas sur de la faute maligne, vraiment il attrape au niveau du col, ça peut être dangereux en plus pour les joueurs, mais pour moi il aurait dû être exclu du match, tout simplement. Ouais, donc oui, je crois que c'était Peters, mais en tout cas qui fait le tacle du coup comme ça. Oui. Du coup c'est bien joué grâce aux règles. Ouais, voilà, bien sûr. Mais moi je trouve pas très très moche. Mais là où je mets Jordan Love surtout, c'est que je trouve que le reste de l'équipe était pas catastrophique. AJ Dillon, il fait un bon match. Pour une fois. Christian Watson, avec le peu qu'il a réussi à faire, il a fait quand même, il a fait pas mal. Rudy Ford, il fait une interception et il fait un match, je trouve, qui est quand même assez bon. Et il y en avait un autre, et je n'arrive pas à trouver son nom. C'est le 91. Et du coup, je trouverais pas. Preston Smith, probablement. Qui fait aussi, je trouve, qui a fait un bon match. Oui, voilà, c'est ça, Preston Smith. Qui a fait le linebacker. Qui a fait, je trouve, un très bon match aussi. Donc, en fait, je trouve que ce match-là, il est perdu par Jordan Love. Ouais. Pas par le reste de l'équipe. Alors qu'il y avait Aaron Jones qui était out et Dillon qui, pour une fois, a réussi à faire un match correct tout seul. J'ai envie de dire, les Aaron manquent à cette équipe, pas que Jones. Ouais, clairement. Non, mais il y a une stat ultra éloquente sur Jordan Love. Sur les passes à plus de 5 yards, il est à 3 sur 11 et 3 interceptions. Donc il a lancé autant d'interceptions à plus de 5 yards qu'il a complété de passes. En fait, c'est compliqué. Et est-ce que tu penses qu'il a une vue un peu comme les taupes, où genre c'est flou quand il regarde trop loin? Et du coup, tu vois, il discerne pas les formes, les couleurs, et du coup, il jette au hasard. Ouais, c'est l'inverse des parents sur leur téléphone. Tu leur donnes un truc et lui, il est obligé de... lui, il est obligé de rapprocher le téléphone, en fait. Il a une police rikiki sur son téléphone. Mais c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Il n'arrive pas à compléter de façon efficace des passes longues. Non. Du coup, par contre, pour les plays longs, il court bien.
Il a fait 2 courses pour 37 yards. Voilà. Donc, va falloir faire plus ça, je pense. Mais on avait en plus, ses stats sont améliorés par le long play pour Christian Watson encore. Ouais. Mais on avait déjà souligné ça, notamment après la semaine 1 où Aaron Jones met le long TD au sol sur une petite passe et tout. Jordan Love, après 3 semaines, genre, il avait des stats qui paraissaient solides sur le papier, mais ultra trompeurs en termes de passes attrapables par ses receveurs. Il est hyper pas précis, et là, ça s'est vu dans ce match-là. Je pense que du côté Packers, on va vite prendre conscience que Jordan Love n'est pas le QB du futur. On attendait qu'il ait une chance. Il aura sa chance cette saison dans un effectif où honnêtement il y a quand même quelques outils. C'est pas génial, mais il y a quelques outils. Et je pense que l'intelligence des Packers, ce sera de rebondir vite et de passer à autre chose. Clairement. Je pense pas que ce soit le QB de l'avenir des Packers. Voilà. Je sais pas. On verra. Effectivement, il peut y avoir question. Bah, du coup, fans des Packers, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez pour votre franchise. Mais voilà. En tout cas, vous avez ma position tranchée. Il nous reste le trick play. On va quand même finir sur des petits éléments positifs. On a décidé de se focus sur des joueurs. Je reste au poste de quarterback, et pour moi, c'était important de le souligner. Je vais parler de Desmond Ridder, qui a fait pour moi son meilleur match en carrière. On parlait de lui sur un siège éjectable. Il a Tyler Heinicke derrière, notamment l'enfant d'Atlanta, un des meilleurs backups de la ligue, qui avait été signé un peu pour lui dire faut se réveiller. Je trouve qu'il a réagi en patron. Ils ont donc battu Houston 21-19 dans un match serré où ils ont eu besoin de lancer la balle parce que ça n'a pas avancé si bien que ça au sol. Il a complété 28 de ses 37 passes, 329 yards, et surtout c'est la façon dont il a distribué la balle qui m'a vraiment plu. Il a ciblé enfin Kyle Pitts, 11 targets, 7 réceptions, 87 yards. Il a ciblé Drake London, donc voilà, c'est 2 receveurs talent, 9 targets, 6 réceptions, 78 yards. Il a continué à nourrir Jonnu Smith, qui on le sait est un bon receveur, qui a un tight end physique, très bon à la réception, 7 targets, 6 réceptions. Et il a réussi à trouver aussi comme ça sur des jeux plus courts, McCollins, Bijan Robinson, qui a notamment mis un TD encore une fois exceptionnel à la réception, où il attrape la balle à une main, à moitié retournée, il regarde même pas, il fait une sorte de move droite-gauche à moitié crossover de basketball, enfin vraiment action incroyable, sachant qu'au sol, ouais, ils ont cumulé 31 portées pour 86 yards, donc voilà, c'était pas pour les deux principaux, pour Bijan et Al-Jair, donc ça avançait pas bien. Reader, il a mis son TD au sol, mais pareil, sur ses 4 courses, il avait fait que 10 yards. Là, vraiment, il a débloqué des solutions dans un match qui était pas simple, parce que les Texans, un petit peu à l'image des Cardinals, ils se battent avec des belles armes cette année. Vraiment, bravo Reader, et du coup, j'ai envie de voir si c'était sur un match ou est-ce que ça peut se confirmer et est-ce qu'il peut gagner en confiance, mais s'il arrive enfin à trouver London et Pitts, les Falcons vont être très chiants à jouer. Ouais, c'est fou comme quand ça lance la balle, ils arrivent à faire quelque chose, les Falcons. Bah ouais. Je pense que là, Arthur Smith est en train de sauver un peu son poste s'il continue sur des bonnes choses, parce que lui, alors là, il est en 3-2, effectivement, mais c'était tellement chiant à regarder, tout le temps course. Quand t'investis des premiers tours sur des Kyle Pitts avant de prendre des Jamar Chase, des Jalen Waddle notamment, des Penei Sewell qui ont été pris après, même Pat Surtain, ouais. Micah Parsons, enfin, il y a du monde qui a été choisi plus loin, même Justin Fields à la limite si t'avais envie de partir sur un QB. Il y avait vraiment des choix. Ils ont pris Kyle Pitts pour son côté athlétique, monstre athlétique, et ils l'utilisaient pas. Donc très bien. Et Drake London pareil. Donc là voilà, 20 targets pour les deux, 165 yards je pense à eux deux. C'est top. Et toi? Moi, c'est Zach Moss, mon trick play, parce que avec le retour de Jonathan Taylor, on pouvait penser que ça allait être tout pour lui, tout pour Taylor, etc. Il a signé son contrat, tout est beau à Indiana, mais la voiture de course, c'est Zach Moss, c'est pas Jonathan Taylor qui est resté au stand et qui a fait 6 portées pour 18 yards.
Zach Moss, c'est 23 portées, 165 yards, 2 touchdowns. Voilà, n'hésitez pas à aller voir les mèmes que nous avons sortis lundi sur Instagram pour comprendre la situation entre Zach Moss et Jonathan Taylor. Hein. Bah, c'est un peu ça, ouais. On ne sait pas qui est le RB1 de cette équipe. Bah, on a une petite idée là, mais y en a un qui est payé et pas l'autre. Mais Zach Moss, voilà, il profite de Zach Moss tant qu'il est bon, parce que c'est rare. Et donc c'est bien ça. Il y a la blessure de Anthony Richardson qui va donner encore plus de portée, je pense, au running back, puisqu'on en aura moins du côté quarterback. Richardson qui s'est fait très mal à l'épaule, qui visiblement est parti pour au moins un mois d'absence. Donc ça va être la moustache chère à Jérôme qui va être présente pendant un petit moment. J'espère, Jérôme, que tu vas te raser le reste de la barbe et pour juste faire une moustache digne de Gardner. Et donc voilà, moi mon trick play c'est Zach Moss. Tu sais qu'en voyant l'utilisation de Moss et Taylor, je me suis dit, est-ce qu'ils économisent Taylor et ça va monter en puissance au long de la saison, ou est-ce qu'ils lui ont donné un contrat genre à peu près ok avec quand même un peu d'argent garanti, mais genre pour trader dans quelques temps, tu vois. Je sais pas à quel point c'est faisable sans que ça impacte leur cap ou celui de l'autre équipe, mais moi je pense qu'ils l'ont. Est-ce qu'ils ont prolongé Taylor pour le trader? Ouais, je sais pas à quel point. Oui. Je pense que oui, parce que les équipes voulaient pas trader des assets pour en plus donner un contrat derrière. Là, le contrat, il est fait, donc tu trades et derrière, t'es tranquille. En fait, tu sais ce que t'auras à payer. Voilà. Il y a un peu cette dimension-là. Je me suis posé la question. Bah, comme d'hab, on va s'appuyer sur notre camarade France Salary pour savoir de la faisabilité d'un trade dans les mois à venir et quel impact ça aurait sur les caps des équipes, mais ouais, je me suis posé la question dès que j'ai vu la signature et l'utilisation. Après, c'est aussi compréhensible qu'ils mettent pas 20 ballons à Taylor dès son premier match alors que ça fait des mois et des mois qu'il a pas joué. Ouais. Donc voilà, à surveiller si dans 6 semaines, si autour de la semaine 10, au final, les deux ils portent 16 ballons chacun par match, on se posera peut-être moins la question, quoi. Oui. Allez Alex, on va terminer ce long épisode par la preview du Thursday Night Football. Les Broncos en 1-4 vont sur le terrain des Chiefs en 4-1. Qu'est-ce que tu vas suivre sur ce match? Moi, je vais suivre, comme tous les matchs à peu près des Broncos, ce que feront où est-ce qu'ils vont se faire ouvrir défensivement. Et en général, c'est face au tight end. Donc moi, je m'attendais à un match de Travis Kelce monstrueux. Sauf que Kelce, comme Jefferson, les deux se sont blessés sur ce terrain de merde sur lequel ils ont joué. Et donc je pense qu'on n'aura pas Kelce parce que la semaine elle est trop. Enfin, c'est une petite semaine. Donc je pense qu'il jouera pas. Et on l'a vu la semaine dernière entre les Broncos et les Jets, Tyler Conklin qui a fait encore une fois un match, qui a fait un très bon match. Et en fait toutes les défenses de c'est Vance Joseph, je crois, le defensive coordinator des Broncos. J'ai un doute. En tout cas, je vais aller vérifier avant. Mais en tout cas, ce coordinateur défensif a toujours des petits soucis avec la défense contre ah putain, je suis sur la mauvaise saison. Contre les tight ends, très du mal. Ouais, c'est Vance Joseph. Voilà, qui était le defensive coordinateur des Cards les années d'avant et c'était tout le temps le même problème. Et donc voilà, donc là ça risque d'être encore problématique. Donc c'est Bell, le tight end en général qui prend des ballons, c'est Noah Gray. Ouais. Et même je pense que du coup le profil de Justin Watson qui prend surtout des ballons en profondeur mais qui est très très grand pourrait gêner cette défense. Clairement. Et donc voilà, donc je m'attends à un match intéressant de ces équipes-là. Mais globalement, je pense que ce sera une boucherie. Et on vous mettra des petits over-under sur Instagram dans la journée de jeudi, où vous pourrez du coup, comme on a fait sur le match entre les Bears et les Vikings, et les Commanders. Parier sur. J'ai dit quoi? Oui, les Commanders, pardon. Entre les Bears et les Commanders, vous pourrez parier sur. Pas parier, sans argent. Sauf si vous voulez nous en donner. La cagnotte Tipeee est disponible. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Et voilà. Ok, et bien de mon côté, je vais surveiller une autre faille des Broncos, et du coup un point qui commence à être un peu plus fort du côté des Chiefs, c'est le jeu au sol des Chiefs. Les Broncos, à chaque fois, pour ceux qui jouent en fantasy, même pour les autres, on souligne à quel point les coureurs vont faire des gros matchs contre eux,
ça a pas manqué. Brice Hall vient de les ouvrir en 4, mais alors que c'est le premier match où il a été en comment dire, en temps complet, si je peux le souligner comme ça. Il a eu 70% des portées, il a aisément passé la barre des 100 yards, et on voit un Isaiah Pacheco de plus en plus intéressant, qui a une façon très drôle de courir d'ailleurs, mais qui est un peu on dirait qu'il essaye de défoncer le sol avec ses pieds. Il court comme les enfants de 6 ans qui ont des nouvelles baskets à la récré. Tu sais, il vient, il tape des pieds genre bam 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 bam. Donc t'as vu mes Nike 90? Ouais, ils sont bien mes Nike 90. Je vais surveiller exactement ça. Pacheco, même McKinnon qui joue les jeux de passe. Honnêtement, je pense que ce serait une boucherie. Je pense que ça risque de se faire ouvrir de partout, même dans un match de division, même sans Kelsey, même contexte particulier de jouer le jeudi soir. Je pense que c'est important pour les Chiefs, surtout contre une équipe qui a ses faiblesses au sol, de comment dire, d'apposer son jeu au sol, justement, de pas avoir à forcer à la passe en prévision des matchs de playoff. Alors on sait, les Chiefs, le succès il vient pas forcément via ce côté-là, hein. On a plutôt une connexion Mahomes-Kelsey, mais on a vu à chaque fois que pour gagner les matchs, on avait besoin d'un running back comme ça qui sort à la tête de l'eau. Pacheco peut être ce mec-là, et du coup je vais le surveiller de près. En tout cas, on est d'accord, prono Chiefs. Oui, prono Chiefs, clairement. La dizaine de points d'écart, je pense. Attends, je connais pas le over-under, je vais aller regarder. Mais je pense qu'il va être à 10,5, 12,5. Allez. Alors attends. Ouais, c'est à Kansas City, je vais dire 12,5. Ben attends, je vais chercher l'info, voilà. Donc ça va prendre quelques secondes. J'aime bien faire des pronos, d'éventuels pronos. C'est sympa. C'est un de mes jeux favoris. Hop. Donc écoute, ça arrive. Pendant que tu cherches ça, j'en profite pour faire la promo de fin d'épisode. Donc je rappelle, on se retrouve jeudi soir 20h30, Game Zone, très gros casting plus moi. On va bien s'amuser. Abonnez-vous sur Insta, vous l'avez vu, vraiment, on essaye de faire du contenu tous les jours. Vous pouvez poser vos questions tout le temps, mais principalement le samedi, ça nous arrange bien. Le reste des jours, vous pouvez interagir avec les promos, comme Alex l'a dit. Le jeudi, on fait les over-under sur Thursday Night Football. Le mardi et vendredi, c'est des promos d'épisodes. Le lundi, c'est les mêmes. Mercredi, je ne sais plus. Mercredi, c'est les leaders statistiques qu'on vous met sur les leaders statistiques. Et il nous reste le dimanche. Dimanche, ce sera les petits pronos. Vous avez votre 2-minute warning à vous sur Instagram, où vous pouvez dire qui va gagner. Et pour le coup, il y a eu quelques upsets. Tout le monde a dit que les Ravens allaient gagner. Et au final, c'est les Steelers. C'est le seul prono où vraiment tout le monde s'est trompé. Sinon, il y avait même 50-50 entre les Cardinals et les Bengals. Et le match était pas si loin d'un 50-50. Donc, communauté plutôt aguerrie. Exactement. On a la communauté qu'on mérite. Prenez ça comme vous voulez. Du coup, est-ce qu'on a notre petit handicap avant de se laisser? 10,5. Ah, 10,5. Bah écoute, ouais. Je suis presque déçu vu que le match il est à Kansas City. Ouais. Et voilà, je veux pas taper sur les Broncos, mais je crois qu'ils viennent de perdre de 10 chez eux contre les Jets. Et il y a que 10,5 contre les Chiefs. Moi, je prendrais Chiefs à 11 points ou plus, du coup. D'écart. Oui. Ouais. Non, c'est un peu dur en ce moment pour les Broncos. Ouais. Et on espère de meilleurs temps pour eux. Toutes les franchises, d'ailleurs. Ouais, toutes les franchises qui vont pas bien. Il y en a quelques-unes. Alex, on va se laisser là. Épisode du double du temps. N'hésitez pas à nous faire un retour sur le format aussi, avec les questions au début. C'est la première fois qu'on les intégrait, donc on avait moins cette notion dans notre conducteur d'estimer le temps que ça allait nous prendre. Dites-nous, est-ce que ça rend l'épisode trop long ou pas? Est-ce qu'à la limite vous voulez préférer les avoir à part dans un format plus dynamique et garder le rewind habituel? Faites-nous un retour là-dessus. Voilà. Nous on s'accommodera de vos retours en fonction de nos possibilités.
En attendant, on va vous souhaiter non, je vais même pas vous souhaiter une bonne semaine vu qu'on se retrouve jeudi. Je vais juste vous dire à dans 2 jours et vive le football.